quoi ils servent ces médias de proximité? Il y a une évolution dans la façon dont on fait de l'information aujourd'hui qui est très complexe et qui va très vite en fait. Est-ce que donc une réforme, quelle qu'elle soit, n'est pas inéluctable, voire même souhaitable? Seul, on n'y arrivera pas. Ce qui est fou dans toutes ces discussions, on oublie chaque fois le citoyen. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Le débat qui fait l'actualité au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le débat qui concerne l'avenir des médias de proximité. Ça suscite beaucoup de réactions au Parlement, mais aussi auprès des médias de proximité, dans les communes également. Cette polémique montre toute l'importance du sujet, du dossier, mais je voudrais ici qu'on puisse en parler en évitant la polémique et en essayant à tête reposée, de voir quels sont les enjeux de ce secteur et quelles sont les évolutions vers lesquelles il doit s'orienter et pour lesquelles il doit se préparer. Et je voudrais en parler avec Valentine Lissoire, que je remercie pour sa présence. Elle est en fait l'incarnation vivante des synergies qui existent déjà entre les médias de proximité, puisqu'elle est à la fois directrice du média de proximité namurois, Bouquet, et directrice du média de proximité Jean Boutois, Canal Zoom, ce qui est bien la preuve qu'il y a entre les deux déjà des collaborations très très fortes. Mais surtout, Madame Lissoire a une vision que je trouve très intéressante du secteur. C'est une spécialiste du secteur, mais elle le regarde avec un œil à la fois lucide et créatif. Donc, merci pour cet échange. Je précise que vous allez bien sûr vous exprimer à titre tout à fait personnel. Ni vous ni moi ne sommes mandatés par qui que ce soit, et donc on a ici un échange en toute liberté pour essayer de réfléchir ensemble à l'avenir des médias de proximité. Et peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement tout bêtement à quoi ils servent ces médias de proximité. Et on y est très attaché, évidemment, donc ils servent à quelque chose, mais quelles sont leurs missions fondamentales qui justifient d'ailleurs l'importance du débat qui leur est consacré? Oui, alors peut-être revenir sur une petite chose juste avant de commencer. C'est vrai qu'en fait moi je viens pas du tout du monde des médias, ça fait seulement 2 ans que je travaille dans le monde des médias et donc ça me permet peut-être d'avoir un regard extérieur sur ce qui est en train de se passer avec la vision et mes expériences passées. Par rapport donc justement au débat sur les médias de proximité et par rapport justement à ce qu'ils servent aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est devenu média. Donc chaque personne peut prendre son téléphone, produire du contenu et le poster au même titre que tous les autres. Et donc il y a un besoin du citoyen de pouvoir se rattacher à une information de qualité. Et on remarque, et c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui sont menées, que l'information de proximité, elle intéresse le citoyen. Pourquoi ? Parce que elle parle de ses problématiques, ce qu'il rencontre au quotidien, et donc ça permet en fait de rendre compréhensibles les problématiques plus globales. Ça les touche plus, et donc c'est un premier pas vers l'information. Parce quand on regarde aujourd'hui les chiffres, ce qu'on remarque, c'est que le citoyen consomme de moins en moins d'informations, qui s'éloignent en fait parce qu'elle est très négative en fait cette info par laquelle on est bombardé. Et donc le média de proximité, ça permet de rendre aussi une information positive et de créer du lien entre les citoyens. Donc un média de proximité, et pourquoi les médias de proximité? En fait, parce que ça permet de, je dirais presque démocratiser l'information. Ça la rend à échelle des citoyens, ça permet de créer des liens et ça véhicule des valeurs positives. Et c'est ce dont on a besoin. Et j'ai envie d'ajouter qu'au-delà de l'accessibilité de l'information qui est évidemment précieuse pour le citoyen, le média de proximité est aussi utile pour le développement du territoire. Parce que c'est une façon de mettre en valeur les atouts, les difficultés, les forces vives. Et ainsi, les médias de proximité contribuent d'une certaine manière au développement du territoire. Et je peux aussi ajouter que d'un point de vue démocratique, puisque vous l'évoquez, il contribue aussi à la vitalité démocratique à l'échelon local. Ouais. Et ça me paraît vraiment très important parce qu'on est dans un édifice démocratique qui est fragile, qui est menacé, et la démocratie locale en est la pierre angulaire. Et je trouve que c'est important de la préserver, de la consolider. Et les médias de proximité, avec leur indépendance, avec leur regard critique, mais en même temps bien informé, ont un rôle à jouer pour préserver cette démocratie. Je vous rejoins à 100%. En fait, cette information de proximité, on peut mettre aussi en avant, en lumière, tout ce qui est acteurs culturels aussi, qui sont très peu mis en avant par d'autres types de médias. Donc c'est aussi notre rôle de faire rayonner la culture, le milieu sportif aussi à échelle locale, qui n'aura jamais les grands spots de médias à des échelons supérieurs, et bien sûr la démocratie. On le voit, nous les médias de proximité, quand on couvre les élections, on est suivi, ça intéresse les citoyens, ils suivent les débats, ils suivent les échanges, et ça permet aussi de participer au débat démocratique.
Et on essaye de plus en plus d'ouvrir ce débat en permettant aux citoyens d'interagir avec nous, de poser des questions. Et c'est aussi le rôle du média de proximité, c'est à un moment donné de s'ouvrir et de créer de participer au processus démocratique. Oui, c'est une des évolutions récentes. Il Oui. faut dire que les médias de proximité, pour les plus anciens d'entre eux, ont été créés il y a près de 50 ans. Canal Zoom, par exemple, a été créé en 1976. On parlait à l'époque de télévision communautaire, de télévision locale et maintenant de médias de proximité. Évidemment, depuis lors, le monde a changé, les technologies ont changé, les attentes des téléspectateurs ou des citoyens ont aussi évolué. Quelles sont les difficultés ou les défis auxquels maintenant les médias de proximité, vu tous ces changements, doivent faire face? Ouais, pour moi, il y en a 3 majeurs de défis. Le premier, ça va être tout ce qui concerne les enjeux technologiques. Donc, on sait que ça va très vite. Il y a une obsolescence au niveau du matériel, mais aussi toute une rapidité en matière d'évolution des techniques qui sont utilisées. Il faut savoir qu'il y a certains journalistes dans les médias de proximité et qui travaillent encore aujourd'hui. Leur premier travail, ça a été de transporter les cassettes de Canal Zoom à Bouquet, anciennement Canal C, parce qu'en fait, il n'y avait rien pour s'échanger. Donc, on tournait vite le sujet, on prenait la cassette et on allait le conduire au médias de proximité suivant. Aujourd'hui, on leur demande de prendre leur smartphone, de tourner la caméra, d'incarner du contenu, de raconter une histoire, d'expliquer aux citoyens tout ça en 2 minutes, avec un ton qui n'est pas le ton qu'ils employaient à l'époque. Et donc, il y a une évolution dans la façon dont on fait de l'information aujourd'hui qui est très complexe et qui va très vite en fait. Et ça va encore aller plus vite avec justement l'intelligence artificielle qui redistribue les cartes. On peut utiliser l'intelligence artificielle, mais comment l'utiliser en étant des médias de service public, ça c'est une vraie question. Quelles sont les balises qu'on met, quelle transparence par rapport aux citoyens? Tout ça pour dire qu'il y a une évolution des technologies aujourd'hui qui fait que seul on n'y arrivera pas. Moi, je pense qu'à échelle d'un média de proximité, avec les ressources qu'on a, humaines, matérielles, financières, on n'arrivera pas à monter tout seul et à faire face à ces défis. À côté des enjeux technologiques, il y a les capacités de tout ce qui est attraction. Donc, en fait, on a diversifié les modes de diffusion. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est passé de télévision communautaire à médias de proximité. Médias de proximité, ça veut dire quoi? On utilise des canaux de diffusion différents de ce qu'on appelle le linéaire, la télé. Et notamment les réseaux sociaux. Et c'est notamment les réseaux sociaux. Et là, il y a une vraie question sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ils nous échappent complètement. Donc, on n'a aucune mainmise sur le fonctionnement des algorithmes. Et pire encore, il s'est passé, c'était il y a 2 ans, je pense, au Canada, où Meta, à un moment donné, décide, à cause de changements législatifs, de ne plus de ne plus donner accès à l'information et de couper en fait les sources. En fait, on est hyper dépendant de ce qui se passe et des règles qui sont impliquées au niveau des réseaux sociaux. Et donc, on doit comprendre cet algorithme, jouer avec, tout en sachant que du jour au lendemain, il peut avoir un autre réseau social où les règles peuvent changer. Et donc, on n'est plus maître de nos diffusions, et ce qui veut dire aussi que derrière, on n'a aucune recette. Et c'est pour moi ça, le 3e enjeu des médias de proximité, c'est tout ce qui est diversification des modèles économiques. Parce qu'aujourd'hui, les médias, et on le voit avec tout ce qui se passe notamment en Belgique, c'est très très compliqué en matière de recettes publicitaires. On voit que des annonceurs qui étaient à échelon supérieur maintenant redescendent de plus en plus petits, remontent plutôt, et les médias, eux, descendent de plus en plus. Et en fait, ils viennent grignoter petit à petit la part de petits annonceurs qui avant étaient sur les médias de proximité et aujourd'hui ne se retrouvent plus sur les médias de proximité. Et pour la même enveloppe, ils peuvent aller chercher une audience un peu plus importante sur des canaux. Tous ces enjeux-là, technologiques, de diffusion ou financiers, ils concernent également la presse écrite d'une certaine manière. C'est pas notre sujet, mais les mouvements que l'on constate aujourd'hui dans la presse écrite, ils sont aussi le résultat de ces évolutions. Est-ce que ça ne veut pas dire d'une certaine manière que le média de proximité est obligé de se réinventer et de s'adapter sans cesse, sans doute, mais aujourd'hui peut-être plus particulièrement? Est-ce que donc, d'une certaine manière, une réforme, quelle qu'elle soit, n'est pas inéluctable, voire même souhaitable? Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on se pose la question parce qu'on est fortement dépendant des finances publiques. Je pose la question si justement on sait ce qui se passe actuellement, il faut aussi que nous on mette notre pierre à l'édifice, qu'on repense le modèle. Et en effet, il faut qu'on réfléchisse comment on peut le repenser, quelles sont les balises qu'on peut mettre. Alors, je pense qu'au niveau économique,
on peut encore diversifier, et notamment en amenant tout ce qui est événementiel, etc. Donc on peut aller chercher des ressources économiques complémentaires. Je pense qu'il restera toujours une part du média de proximité qui sera liée à de l'argent public si on veut continuer à faire des missions d'information qui sont gratuites, parce que c'est ça aussi le média de proximité, c'est fournir une information gratuite aux citoyens. Et donc est-ce qu'il faut une réforme? Je pense oui. Alors comment réaliser cette réforme et quelle direction elle doit prendre? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Donc, ne parlons pas trop de ce qui est sur la table pour le moment, sûr, oui. mais avec le regard neuf qui est le vôtre, quelle est finalement la vision que vous avez envie de défendre quant à la recomposition du paysage des médias de proximité ou la réinvention de leur métier? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a des forces des médias de proximité qu'on doit arriver à conserver dans cette équation. C'est quoi notre plus grosse force? C'est en fait la création des médias de proximité. C'était quoi? C'était des laboratoires, c'était des émetteurs pirates, c'était des passionnés qui étaient regroupés ensemble, qui cherchaient à faire de l'information. Et on ne doit jamais perdre ce côté, pour moi, laboratoire, innovation. C'est ce qui fait aujourd'hui la différence par rapport à des plus grosses structures. Par contre, là où on peut commencer à travailler ensemble, c'est qu'on se rend bien compte avec l'évolution technologique, comme on en discutait juste avant, qu'on n'arrivera pas seul à faire face à ces défis, notamment parce qu'il y a un enjeu RH de formation et qu'il y a un enjeu d'investissement technique sur lequel on ne pourra pas suivre. Donc pour moi, on doit travailler en bonne intelligence au niveau des médias publics notamment, et donc ça passe potentiellement avec des réflexions au niveau de la RTBF, parce que je pense qu'on peut créer des choses ensemble sans cannibaliser l'un ou l'autre, donc plutôt en regardant quels sont les leviers. Et en fait, si on part d'une relation partenariale équivalente, c'est-à-dire si on met tous les deux la même chose, ou qu'on considère qu'on met la même chose dans la relation, je pense qu'elle peut être saine. Et je pense qu'il faut vraiment travailler, parce que c'est de l'investissement public qui est aussi investi au niveau de la RTBF, et donc ça serait bête de multiplier pour avoir un résultat qui n'est pas aussi important. Par contre, l'important pour nous, c'est de garder notre empreinte territoriale, et donc de travailler sur des rédactions décentralisées qui sont beaucoup plus fortes. Je pense que la RTBF restera toujours à un niveau local, mais ne descendra jamais encore dans le plus local que ce que nous, on peut couvrir en tant que médias de proximité. On a des réseaux, on a des connaissances du terrain, et nos journalistes, souvent, habitent les communes qu'ils couvrent. Et donc ça joue, parce qu'en fait, ils vivent la commune au quotidien. Ils connaissent le voisin, ils connaissent les liens, ils connaissent les activités culturelles. Et donc je pense qu'on doit miser, nous, plus médias de proximité, pas sur des investissements techniques, mais plutôt sur tout ce qui est ressources humaines, et donc se centraliser sur des rédactions locales beaucoup plus fortes, qui fonctionnent avec des moyens très légers. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec des iPhones, des kits Mojo, on peut faire de l'information, et par rapport à la durée de vie d'une information, en tout cas de l'actualité, qui est très très courte, est-ce que ça vaut la peine de démultiplier les moyens techniques pour chercher de l'information? Par contre, les moyens techniques plus forts, on peut les garder centralisés dans un lieu, comme on discute avec la RTBF, et à ce moment-là, en fait, ce lieu, l'utiliser pour faire des émissions un peu plus importantes ou croiser nos connaissances et nos expertises pour par exemple, faire des émissions d'éducation permanente beaucoup plus fortes. Donc les médias de proximité ne doivent pas devenir des centres régionaux de la RTBF, Non. ça n'aurait pas de sens. Par contre, il doit y avoir des collaborations renforcées en termes notamment de partage d'infrastructures. Ces synergies-là, on peut aussi les imaginer entre les médias de proximité eux-mêmes. Bien Des sûr. collaborations qui doivent aussi être renforcées. Bien sûr. Donc il y a des missions qui sont transversales à l'ensemble des médias de proximité. Alors pour la culture, par exemple, couvrir un événement culturel, ça a peut-être un peu moins de sens. On peut se partager les contenus concrets, etc. Par contre, pour des missions qui sont transversales, type éducation permanente, moi je ne peux pas croire qu'une mission d'éducation permanente soit fondamentalement différente de Charleroi à Libramont. Je pense qu'il y a des points communs, des choses en fait qu'on pourrait réaliser ensemble, et où on pourrait mettre tous un petit peu de moyens pour faire quelque chose avec plus de contenu, plus de force, plutôt que chacun se déforcer et créer des petites missions, des petites émissions d'éducation permanente avec toute la qualité que certaines ont, etc. Mais j'ai l'impression que si on regroupe nos moyens sur ces thématiques qui sont transversales, il y a peut-être quelque chose de plus fort à faire ensemble. Donc votre vision, en somme, c'est d'avoir une mise en commun, sous une forme ou sous une autre, des ressources dont on dispose, en particulier pour des missions qui sont communes,
et en même temps d'avoir un ancrage territorial très très fort, peut-être même plus diversifié encore qu'il ne l'est actuellement, pour essayer de coller au niveau des rédactions au plus près des bassins de vie. Exact. En fait, ce qui est fou dans toutes ces discussions, c'est que nous, on essaie de voir comment on peut créer des liens, etc. Mais on oublie chaque fois le citoyen. Et en fait, le citoyen, peu importe comment on s'organise, lui, ce qu'il veut, c'est garder une information de proximité de qualité et même augmenter la qualité de cette information. Et donc, du coup, réfléchissons en fonction du citoyen et de comment on peut articuler finalement tous ces acteurs qui sont financés en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire quelque chose de plus intelligent tous ensemble. Ça demande un peu d'agilité, un peu d'ouverture, de créativité. On est pour le moment dans un moment plutôt de crispation où chacun défend un peu son précaré. Quelles seraient les conditions à réunir pour que l'on puisse miser sur l'intelligence collective et avoir ainsi une vision de ce type-là qui soit partagée par le plus grand nombre, voire par l'ensemble des médias de proximité et de tous les acteurs concernés, y compris par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça demande sans doute un peu de temps. Exact. Je pense que c'est ça qui manque, c'est le temps, c'est pouvoir faire un pas de recul. Comme on l'expliquait tout à l'heure, les médias de proximité, ils existent depuis 50 ans, presque, donc l'année prochaine, dans 2 ans, 2020, 50 ans. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller aussi vite, en fait, dans ce genre de réforme? Pourquoi on ne prend pas un pas de recul? En fait, ce qui crispe là, c'est quand on s'attaque au financement, dans un premier temps, c'est tout ce qui est emploi. Parce que du coup, derrière, il y a les emplois. Et donc je pense qu'on va prendre un peu de recul, repartir du citoyen, se poser la question de quel paysage médiatique on veut au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Demain, le citoyen de Walcourt, le citoyen de Gembloux, quelle est l'information que je souhaite qu'il ait à disposition? Et en fait, comment on construit une vision des médias de service public qui soit cohérente pour ce citoyen. Et en fait, si on repart de la vision et de la stratégie, après découlent les structures et les financements. Si on prend dans l'autre sens, si on part du financement, qu'on remonte vers la structure et puis vers la vision, j'ai l'impression peut-être on fait le chemin. Alors je comprends la réalité aujourd'hui des finances qu'il impose, mais définir la vision, pour moi, reste le point 1. D'où l'intérêt de notre échange, parce qu'effectivement, plutôt que de raisonner d'abord en termes de structure, raisonnons en termes de mission et voyons comment elles peuvent être au mieux accomplies. Mais ce sera inévitablement dans un cadre budgétaire qui sera contraignant, puisque on le sait bien, la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans tous ces secteurs, va devoir serrer les boulons, comme on dit, et essayer de faire mieux avec moins. C'est peut-être mission impossible, mais en tout cas, il y aura une contrainte budgétaire qui est quasi incontournable. Bien sûr, mais après, il y a d'autres choses qu'on peut étudier aussi. Il y a d'autres modèles qui sont mis en place. On peut voir comment on peut diversifier nos logiques économiques, on en a parlé tout à l'heure, et c'est pas seulement de l'argent public, il y a toutes les logiques de tax shelter, il y a toutes les logiques peut-être En fait, on oublie toujours que le média de proximité, il peut aussi servir de levier à toute une série d'acteurs publics, parce qu'en fait, on est des outils de communication aussi. Donc en fait, on a le matériel à disposition pour faire quelque chose peut-être d'intelligent aussi. Avec tout ce que les médias de proximité sont les acteurs du développement territorial. Bien sûr. Ils peuvent travailler avec les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs privés, évidemment. Exactement, et c'est ça qu'on oublie chaque fois. Mais il y a plein de sources de financement autres que publiques qu'on peut tester d'aller chercher. Et il y a plein de choses qu'on peut faire aussi pour donner une autre dimension à cette subvention publique, plutôt se voir comme Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux communes qui sont sur nos zones de couverture. J'aimerais qu'on soit dans une logique partenariale, donc de nouveau d'égal à égal, et de voir comment on peut co-construire des choses ensemble, plutôt que je vous donne un subside, voilà l'enveloppe, justifiez-le avec vos finances, vos bilans, etc. Non, en fait, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de gagnant-gagnant l'un pour l'autre. Et sur ces questions de financement, une mutualisation des moyens permettrait peut-être aussi d'être plus efficace. Aller chercher des financements externes, c'est peut-être plus facile lorsqu'on raisonne à une échelle un peu plus large. Oui, alors... Oui, je pense que par exemple, sur tout ce qui est revenus publicitaires, peut-être marché public, ça évite aussi quelque chose dans lequel on pourrait tomber, et pour moi ça c'est peut-être un signal d'alarme aussi, c'est finalement on va tous être en recherche de financement dans nos réalités, et à un moment donné il ne faut pas qu'on devienne concurrents, parce que ce serait mauvais pour l'ensemble du secteur. Si demain on va chercher des marchés publics ou même des marchés européens, si on essaye de diversifier notre approche,
Et qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va avoir un média namurois qui va remettre une offre contre un média luxembourgeois? Et ça va être quoi la conséquence? On va s'interdire la diffusion de l'un ou l'autre de choses qui ont été produites avec finalement encore une partie de l'argent qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau transversal pour éviter de tomber justement dans cette concurrence qui pourrait s'installer entre nous. Et de ce point de vue-là, le réseau des médias de proximité a sa raison d'être. Et bien sûr. Il permet justement d'avoir une vision commune et d'éviter des concurrences un peu stériles. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que le réseau a tout son sens. Il permet de nous rassembler et de voir comment on peut travailler ensemble. Alors, il y a deux façons de voir le réseau. Soit on lui donne un rôle important et on regarde comment on peut construire une stratégie avec lui et renforcer certaines missions. Soit on le détricote en fait finalement et finalement il sert juste à nous représenter dans certaines instances. Et ça c'est un enjeu, ça c'est un choix qu'il faudra poser dans la réforme à venir en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. J'en retiens qu'une gestion plus efficiente, tenant compte des contraintes budgétaires, est possible, que ça passe par une mise en commun de certaines missions, peut-être de certaines structures, et que ce n'est pas incompatible avec une couverture territoriale qui reste vraiment enracinée dans nos bassins de vie. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut considérer que le projet de réforme, qui a été perçu comme une menace par d'aucuns, peut aussi s'avérer être une opportunité? Je pense que moi, j'aime toujours le voir comme ça, parce que si on parle de réforme et qu'on voit tout ce que ça va impacter et qu'on n'a pas de projet derrière, alors sincèrement, le boulot sera intenable. On démissionne tous demain, je pense. Je crois qu'une réforme, ça fait mal, c'est pas du tout agréable à vivre et je suis pas... peut-être qu'on aurait pu continuer encore 50 ans comme ça si les finances nous avaient permis, etc. Je pense que j'aimerais plutôt voir cette réforme comme l'opportunité d'ouvrir un livre blanc et d'écrire quelque chose. Mais ça suppose, pour reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, d'agir dans une logique partenariale. Bien sûr. Il faut qu'entre la fédération et les médias de proximité, entre les médias eux-mêmes, entre les médias et la RTBF, entre les médias et les communes, il y ait vraiment une convergence de vues et une mise en commun finalement des atouts des uns et des autres pour tendre vers un objectif qui pourrait être celui que vous avez développé. Ouais, avec au centre le citoyen. Voilà. Absolument. Et c'est ça, c'est là pour ça qu'on doit se mettre tous autour de la table. À travers notre échange, on a pu démontrer, je crois, qu'un dialogue est possible entre les acteurs de terrain, vous en êtes, les politiques, j'en suis. Ça peut se faire de manière intelligente, je crois, si on essaie de comprendre les contraintes des uns et des autres. Et donc, voilà, je formule le vœu que cette logique de dialogue, de respect, d'écoute et donc de partenariat puisse finalement nourrir les débats qui sont en cours et que l'on puisse, au-delà des polémiques du moment, tendre vers une amélioration, une stabilisation, une pérennisation des médias de proximité dans leur mission essentielle. Merci beaucoup pour cet échange, merci pour votre écoute. Il y aura d'autres podcasts sur d'autres sujets, avec à chaque fois l'envie d'en débattre en prenant un peu de hauteur de vue pour privilégier l'intérêt général plutôt que les polémiques subalternes. Merci pour votre bonne attention.